Bonjour, merci de vous joindre. Je m'appelle Pierre Pressignac, je suis artisan et plasticien. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce colloque et je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de Partition Ensemble pour leur persévérance et soutien dans ces circonstances d'exception. Ma proposition de plasticien et dramaturgue visuel est une nomenclature ouverte et la relecture personnelle du parcours d'accompagnement que j'ai fait à titre d'artiste visuel, artisan et concepteur scénique, de plasticien donc, dans le contexte de création interdisciplinaire avec la chorégraphe et metteur en scène Joanne Mador. J'ai voulu ici penser et articuler cet accompagnement qui ne se limitait pas à la conception d'éléments concrets, mais tentait aussi d'alimenter et enrichir les assemblages des moyens dont nous disposions, afin de favoriser le surgissement des images, tableaux et histoires que nous avions en tête, aussi atypiques soient-elles. J'assistais en observateur aux différentes plages de création. Je notais les indices visuels émergents du travail collaboratif, des images qui passaient furtivement, mais qui pouvaient échapper au regard de l'équipe de création et de la mise en scène, déjà bien occupée. Je présentais ces pistes visuelles ponctuellement et verbalement, en tentant au mieux de les décrire, d'en nommer des références ou de les compter par des anecdotes. Je ne prétendais pas au rôle d'écrivain de plateau. J'assistais et épaulais cette écriture qui était celle de la mise en scène et de toute l'équipe. Pendant mon travail d'observation, j'écrivais des mots, des bribes de phrases, des références à poursuivre, et je dessinais. Des scènes, des idées techniques, des pistes poétiques, etc. Le dessin donnait un accès rapide, libre et direct aux idées. Comme un tropisme cognitif, il appelait et définissait, parfois même avant que je n'en prenne conscience, des éléments du spectacle. Il arrivait que ce ne soit que plus tard que je déchiffre ce que ma main rapide avait saisi de nos intentions. J'essayais de cerner et nommer ces moments, ces possibles images naissantes que j'entrevoyais. Elles pouvaient surgir d'un geste, d'une posture, des matières et matériaux présents sur le plateau, des commentaires de l'équipe, des discussions techniques, etc. Par la suite, hors plateau, je travaillais à préciser ces notations par d'autres esquisses, de la documentation visuelle, des repérages photos, des renseignements techniques et matériels, des recherches étymologiques et lexicales pour préciser le sens, mais aussi l'image que je croyais suggérer par un mot noté. Les esquisses, souvent assemblées et séquencées en cases, pouvaient être narratives, sans être proprement des storyboards. Ces ensembles pouvaient ressembler à une démarche scénographique, je les appelais d'ailleurs à l'occasion cahiers visuels, mais ils tendaient à autre chose, à mieux enfiler et tracer en passant justement par le visuel les différents moyens scéniques dont nous disposions. Ces notes me permettaient d'entrevoir des possibilités d'intégration disciplinaire, d'en faire des sélections et de les soumettre à l'équipe. Elle devenait une trame qui pouvait, en quelque sorte, jouer le rôle de scénario de notre création interdisciplinaire. Scénario, c'est le terme que j'utilisais à l'époque, inspiré par le travail et les réflexions du scénariste et auteur Jean-Claude Carrière, collaborateur de Luis Buñuel et Peter Brook, entre autres, en particulier les réflexions qu'il présentait dans « Raconter une histoire, quelques indications », publié aux éditions de la Fémis en 1993. Je pensais pouvoir en arriver à un objet, même transitoire, qui saurait rendre compte du déroulement des tableaux que nous mettions en place et de leur composition. J'espérais aboutir à une forme d'écriture de plateau virtuelle, et je dis bien virtuelle au sens d'une expérience de pensée, et non au sens de support numérique. C'était la recherche d'une forme d'écriture autonome.
Au final, ces notations sont restées diverses, éparses, brouillonnes et hétérogènes. Des ensembles d'objets synchrones et transitoires, des notations mixtes pour un théâtre de mixed means en référence à l'expression que Bonnie Maranka cite de Richard Kostelanetz. Jean-Claude Carrière, en parlant de l'objet scénario, confie, début de la citation, « Ordinairement, à la fin de chaque tournage, on retrouve les scénarios dans les poubelles du studio. Ils sont déchirés, froissés, salis, abandonnés. Très rares sont ceux qui en gardent un exemplaire, plus rares encore ceux qui les font relier ou les collectionnent. Autrement dit, le scénario est un état transitoire, une forme passagère destinée à se métamorphoser et à disparaître, comme la chenille devient papillon. Lorsque le film existe, il ne reste de la chenille qu'une peau sèche, désormais inutile, très strictement promise à la poussière. » Fin de la citation. C'est à peu près le sort qui a été réservé à une de mes expériences d'écriture qui ressemblait à un cahier de conduite avec des pages séparées en grilles et colonnes qui contenaient, entre autres, les textes à être enregistrés pour des diffusions radiophoniques pendant le spectacle, des indications chorégraphiques, des détails d'effets lumière, des indices textuels imagés, suggérant certaines dispositions d'interprétation qui avaient été retenues, etc. Certaines de mes notations tendaient à une belle forme, d'autres beaucoup moins. La somme de pensées et d'informations qu'elles contenaient pouvait paraître chaotique. Je me reconnais ici dans la formule carnet d'immondices qu'utilise Romeo Castellucci pour décrire les carnets de notes quotidiennes qu'il accumule pour élaborer ses spectacles. Il me reste le projet de revisiter, remixer mes archives en une forme publiable, une forme qui pourrait être dite partition et qui, avec ce recul, saurait possiblement mieux aboutir à cette expérience de pensée d'une écriture de plateau analogue et virtuelle. Ma démarche d'accompagnement comme plasticien dramaturge découlait aussi d'une intention éthique pour notre interdisciplinarité. Je cherchais les justes dosages et les équilibres à suggérer entre les moyens que nous assemblions sur le plateau. Ce qui pouvait impliquer de voir diminuer la prégnance d'éléments aimés, de les rendre moins immédiatement perceptibles, mais non moins pertinents à la cohérence de notre création. Ça demandait de traquer les connexions entre les éléments. Et comme pour le rythme ou la ligne mélodique donnant cohérence à la musique, je travaillais à partir du point de vue que ce qui donnait cohérence et réunissait nos éléments étaient les images qu'ils portaient. Nos différentes disciplines s'y touchaient en les articulant de manière contrapuntique. Et en une déconstruction créative, il fallait penser quelle discipline porterait telle ou telle part de chaque image afin de les mettre en scène, mais aussi dans nos têtes et dans celles du public. Et plus les intégrations étaient fines entre les éléments déconstruits, plus l'image suggérée était juste. L'objectif exigeait une précision dans le choix des détails, des qualités visuelles et matérielles à dire, à souligner, de manière à délimiter ce que chaque contribution disciplinaire porterait. Les propositions étaient soumises à l'équipe et à la mise en scène, mais comme dans le cas des scénarios de films, pas toujours retenus. Je le rappelle, mon rôle n'était pas auctorial, mais l'exercice permettait de nourrir les échanges disciplinaires et de favoriser les interactions et intégrations qui auraient pu autrement passer inaperçues. Ma pratique artisane aura enrichi ce parcours et cette recherche de ce que peut être un plasticien dramaturge visuel, de ce qu'il pourrait avoir à contribuer à une dramaturgie interdisciplinaire. D'abord, en renforçant ce que Richard Sennett, dans Ce que c'est la main, nomme la conscience matérielle.
Il la relie à l'expression « être de choses » de Merleau-Ponty. Cette conscience, acquise par la fréquentation manuelle et tactile des matériaux, les altérant aussi à l'aide d'une variété d'outils, informe sur leurs limites et possibilités de malléabilité et de plasticité. De ce fait, et en prolongeant l'idée de la visual literacy de W.J.T. Mitchell et James Elkins, je pense avoir acquis, préférant la formulation en anglais, une materials literacy. L'artisan, c'est aussi une espèce d'archéologue qui sait reconnaître l'usure, l'origine des traces dans les matériaux. Il peut ainsi comprendre, ne serait-ce qu'intuitivement, certaines temporalités de la matière et ce que ces traces et temporalités peuvent compter. Je termine en proposant qu'il y a une forme de matérialisme archaïque à l'expérience artisane, que l'on pourrait retracer aux bricoleurs de la pensée sauvage, aux animistes et aux chamans. De ce point de vue, les matérialistes nouveaux pourraient paraître bien anciens. Si, comme nous le font remarquer Emma Merabet, Anne-Sophie Noël et Julie Sermon, dans le numéro de la revue Agon, Les arts vivants depuis et avec la matière, si donc Eschyle peut nous paraître comme anticipant le post-humanisme, en relativisant la place de l'humain dans le cosmos, les artisans, bricoleurs, chamans, animistes et fétichistes établissent un équilibre, une écologie de rapport avec le monde matériel en lui attribuant ou insufflant, par diverses stratégies et depuis des temps immémoriaux, des animats et des agentivités qui leur paraissent bien réels et qui doivent, à tout prix, être respectés pour mener à bien leur tâche. Merci, sincèrement, pour votre attention. Je serai disponible avec grand plaisir pour recevoir vos questions et commentaires afin d'entamer une discussion. Bon colloque à toutes et tous. Au revoir.